Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisatrices et organisateurs du colloque de m'avoir invité et de me donner la possibilité de prendre la parole aujourd'hui. Je n'ai pas de beaux trucs comme ça, mais je m'engage, et cette fois-ci, je tiendrai mon engagement de faire parvenir mon intervention à Madame Crosset, qui, je suppose, vous permettra d'y avoir accès. Voilà. Il m'a été demandé de présenter ce qu'est le Conseil du contentieux des étrangers. Et il m'a été en même temps suggéré de mettre en exergue les écueils, les pièges à éviter lors de l'introduction de recours auprès du Conseil du contentieux, ainsi que les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour la défense des requérants étrangers. Alors, qu'est-ce que le Conseil du contentieux des étrangers? On a vu ici où il s'insère. C'est une juridiction administrative, il y a des juges, et c'est la seule juridiction qui est compétente pour connaître des recours qui sont introduits à l'encontre de décisions individuelles, pas de problèmes généraux, de décisions individuelles qui sont prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Sa compétence s'exerce dans deux contentieux bien distincts. Il y a celui de la protection internationale, dont on vient de parler maintenant, et dont je vais, vu que ma position est d'être président d'une chambre en plein contentieux, et donc de protection internationale, je vais essentiellement parler de cela. Mais il y a également, à côté de ce contentieux, celui de l'entrée, du séjour et de l'éloignement des étrangers, dont on vous a parlé également dans la régularisation, et qui est donc tout le contentieux qui tourne autour, en gros, de l'Office des étrangers. Cette double compétence, protection internationale, séjour, est le résultat, en fait, d'un double héritage. Historiquement, c'était l'ancienne et défunte commission permanente de recours des réfugiés, qui s'occupait déjà des demandes d'asile à l'époque, puisque ça devient depuis quelques jours les demandes de protection internationale, et d'autre part, le contentieux qui était exercé par le Conseil d'État, d'autre part. Alors, le Conseil est né le 1er juin 2007. Dans le domaine de l'entrée, du séjour et de l'éloignement des étrangers, le Conseil a repris la compétence d'annulation qu'exerçait le Conseil d'État. Il s'agit là d'un pur contrôle de légalité, en un seul mot, légalité, et non d'opportunité. Autrement dit, dans ce cas, le Conseil exerce un contrôle juridictionnel, tant au regard de la loi qu'au regard des principes généraux du droit. Il examine à cet égard si la décision du ministre ou de l'Office des étrangers est fondée en fait, si elle procède d'une qualification juridique correcte, et si la mesure n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui sont établis. Autrement dit, dans ce cadre-là, le Conseil n'exerce son contrôle que sur la seule légalité de l'acte administratif attaqué et ne dispose d'aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant, mettant à sa place une décision qui reflèterait sa propre appréciation des éléments du dossier. Donc c'est un contrôle de pure légalité, on annule ou on confirme, mais il n'y a pas d'autre possibilité, ce n'est pas un contrôle d'opportunité. Au contraire de tout ce qui va se passer auprès du Conseil en matière de protection internationale. D'abord, première précision, et ça a été dit tout au long des interventions précédentes, la notion de protection internationale recouvre bien deux aspects. C'est la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève, d'une part, et l'octroi de la protection subsidiaire en application de l'article 48.4 de la loi du 15 décembre 1980, d'autre part. Et dans ces deux cas-là, réfugiés, protection subsidiaire, le Conseil est compétent pour connaître des recours qui sont introduits contre les décisions du commissaire général. Essentiellement les décisions négatives, les positives, mais je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 depuis l'existence du Conseil, mais donc on parle essentiellement ici des décisions négatives. Et dans ce domaine aussi de la protection internationale, le Conseil a reçu un double héritage. Il y a eu celui de la Commission permanente de recours des réfugiés et celui du Conseil d'État. Le Conseil d'État avait un arriéré immense dans cette matière. On ne peut pas dire que le Conseil n'en est pas d'ailleurs dans cette matière non plus. Mais donc, le Conseil a repris la compétence de la Commission, qui était limitée aux recours qui étaient introduits contre les décisions du commissaire général, qui refusait la qualité de réfugié au demandeur, mais dont il avait au préalable déclaré la demande recevable. Donc il y avait un système de recevabilité, c'était un peu compliqué. Et d'autre part, le Conseil a repris la compétence d'annulation, alors qu'avait le Conseil d'État, à l'égard des décisions du commissaire général, qui avait d'emblée écarté une demande comme étant irrecevable.
Donc il y avait un double aspect des choses. Alors, l'avantage fondamental maintenant, quand même, ça c'est une avancée en 2007 quand même extrêmement importante, c'est que toutes les décisions du commissaire général peuvent désormais faire l'objet d'un recours devant le Conseil. Ce recours est dit recours en plein contentieux, et pour l'examen de ce recours, le Conseil jouit d'une compétence de pleine juridiction. Je vais expliquer. En principe, il est suspensif, il y a l'une ou l'autre exception, hélas, je le dis, mais enfin, en principe, le recours est suspensif. Donc la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée aussi longtemps, d'abord pendant le délai pendant lequel le recours peut être introduit, et aussi longtemps que le recours est examiné par le Conseil. Donc c'est quand même très important. Alors, pleine juridiction, je vais citer l'exposé des motifs de la loi de 2006. Le Conseil soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen, donc on n'est pas en légalité, là on est en plein contentieux, un nouvel examen, et il se prononce en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer la décision du commissaire général, quel que soit le motif sur lequel le commissaire s'est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le Conseil n'est dès lors pas lié par le motif sur lequel le commissaire général s'est appuyé pour parvenir à la décision. Ainsi, le Conseil peut soit confirmer, sur les mêmes bases ou sur d'autres bases, une décision prise par le commissaire général, soit la réformer et reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le statut de protection subsidiaire. Autrement dit, le Conseil n'est pas lié par la motivation de la décision du commissaire général. Il lui revient d'apprécier si, au vu des pièces du dossier et des éléments communiqués par les parties, j'y reviendrai, c'est important, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée. Cette compétence de pleine juridiction n'est toutefois pas absolue. Le législateur y a mis une limite. Je cite. Le Conseil est tenu de statuer sur la base du même dossier que celui sur lequel s'est fondé le commissaire général, auquel viennent s'ajouter les écrits de procédure, la requête, un certain nombre d'écrits, peu importe, mais surtout, pour le praticien et les personnes qui sont dans les demandes d'asile, les éléments nouveaux qui peuvent être produits par les parties jusqu'à la clôture des débats. La limite est que le Conseil ne dispose lui-même d'aucun pouvoir d'instruction. Ça, c'est le pendant, pleine juridiction, ok, mais aucun pouvoir d'instruction. Il ne peut donc pas lui-même procéder à ces mesures. Alors, par conséquent, il peut arriver, ça arrive quand même de temps en temps, qu'il manque des éléments importants dans le dossier pour permettre au Conseil de se prononcer. Dans ce cas, si des éléments essentiels apparaissent qui impliquent que le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision du commissaire général, sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires qu'il ne peut pas faire, dans ce cas, le Conseil est tenu d'annuler la décision et de renvoyer l'affaire au commissaire général pour que celui-ci procède à un nouvel examen de la demande d'asile. La loi prévoit, oui, mais enfin, quand même, je le cite, la loi prévoit par ailleurs que le Conseil dispose également d'une même compétence d'annulation lorsque la décision du commissaire général est entachée d'une irrégularité substantielle, donc à ce point essentiel que le Conseil lui-même ne saurait pas y remédier. Ce principe et cette limite ont des conséquences importantes que le Conseil d'État a rappelées dans sa jurisprudence. Le Conseil d'État a jugé qu'à supposer qu'une situation évolue, parce que les choses évoluent au cours d'une demande d'asile, dans le pays d'origine, le cas échéant, en un sens qui est de nature à influencer les décisions du Conseil, le Conseil doit s'en tenir aux informations qui lui sont fournies par les parties. Il peut soit faire cela, s'en tenir aux informations fournies par les parties, soit annuler la décision du commissaire général afin que celui-ci réexamine le dossier. Donc le Conseil ne peut pas se baser sur un élément qui ne fait pas partie du dossier au regard duquel il doit statuer. Le Conseil ne peut pas se fonder sur des éléments de fait dont il a acquis la connaissance en dehors de l'audience ou qui n'ont pas été soumis à la contradiction des parties. Le Conseil d'État va même plus loin dans sa jurisprudence. Le Conseil ne peut pas forger sa conviction sur un document qu'il a lui-même produit et qu'il a obtenu auprès d'un autre interlocuteur que les parties au débat, même si le Conseil l'a transmis aux parties. Donc là, il y a quand même... La limite est donc très claire. Je ne vais pas aller plus loin, mais au moins c'est clair. La limite est claire. Alors moi, je pose la question suivante. Serait-il possible pour le Conseil de se libérer de cette limite? Alors, je lance. Vous accueillez ce que je vais raconter ou pas? On ne l'a pas encore fait. Dieu sait ce que ça va donner. En fait, une piste
se trouverait-elle pas dans une application conjointe de deux dispositions de droit? Ça peut servir de temps en temps. D'une part, l'article 46, je passe les détails, de la procédure, de la directive procédure, et d'autre part, l'article 3962 de la loi de 80. J'explique. L'article 46 de la directive procédure dit, c'est important, il impose aux États de veiller à ce qu'un recours effectif prévoit un examen complet et ex nunc, donc en tenant compte de la situation actuelle, tant des faits que des points d'ordre juridique, je cite l'article, y compris le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive qualification. Bon, bref, donc, il faut un recours effectif, un examen complet ex nunc. Ça, c'est ce que dit la directive. Le problème, c'est que cet article de la directive n'est pas directement applicable. Bref, je vous passe les détails. On pourrait, en tout état de cause, puisque quand on applique une loi nationale, il faut l'appliquer en tenant compte de la directive, et en tout cas en respectant l'esprit de cette directive. Donc, on pourrait s'inspirer de cette disposition de la directive, et de ce côté, l'article 3962 de la loi de 80, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Conseil correspond directement avec les parties. Donc le Conseil peut, par écrit, demander aux parties de déposer un certain nombre de pièces, peut demander des éclaircissements, attirer l'attention des parties sur le fait qu'une question sera débattue lors du débat public en audience publique. Et la question qui se pose, c'est qu'en combinant ces deux dispositions, la directive européenne et la loi du 15 décembre 80, le Conseil ne pourrait-il pas, dès lors, procéder de la manière suivante, déposer lui-même au dossier de la procédure des informations publiques, comme des rapports d'organisations internationales indépendantes de défense des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, institutions internationales comme l'ONU, l'HCR, les transmettre aux parties avant l'audience, attirer leur attention qu'un débat contradictoire aura lieu à l'audience sur ces nouvelles pièces, et les inviter ainsi à réagir. Malgré l'absence d'instruction, donc, prévue par la loi, du Conseil, l'exigence européenne d'un recours effectif qui prévoit un examen complet ex nunc, conjuguée au respect du débat contradictoire par le Conseil, pourrait-elle amener le Conseil d'État, qui est quand même le juge de cassation des arrêts rendus par le Conseil, on a vu tantôt le schéma général, amènerait le Conseil d'État à assouplir sa jurisprudence et à permettre ainsi au Conseil d'alimenter d'initiative les débats en vue d'un examen des demandes de protection internationale qui tiennent compte au mieux des informations publiques disponibles et actuelles. En attendant, la réponse à cette question, le Conseil a donné aux avocats des requérants et qu'ils doivent alimenter les débats devant le Conseil et dès lors nourrir le dossier de la procédure. Ça, c'est essentiel. À cet effet, ils peuvent produire des informations pertinentes dans la requête ou les joindre à la requête. Ils peuvent également les déposer jusqu'à la clôture des débats, donc également à l'audience. Mais, deux remarques à cet égard. On l'a dit tantôt également, la loi précise que le demandeur doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Ça, c'est quand même une obligation qui incombe aux demandeurs de protection internationale. Il est donc conseillé de transmettre ces informations au Conseil dès que le demandeur en dispose et surtout de ne pas attendre le jour de l'audience pour les déposer. Ça permet d'une part de faciliter la tâche du magistrat, ça permet également, parce que parfois ça se passe, l'avocat n'a même pas vu la pièce, c'est le requérant qui est là, le malheureux, tout timide, et qui se dit « je veux », il le passe à son avocat. Moi en général je dis « jetez quand même un œil, maître, on ne sait jamais ». Et puis voilà, et donc ça débarque comme ça, c'est pas la meilleure situation pour faire valoir des nouveaux éléments lors d'un débat. Ensuite, comment transmettre tous ces nouveaux éléments au Conseil? Alors, ils doivent être communiqués, c'est un peu procédurier, mais c'est comme ça. Ils doivent être communiqués au Conseil par le biais d'une note complémentaire, on appelle ça comme ça. Cette note doit se limiter aux nouveaux éléments, les nouveaux faits, des nouveaux documents, etc., sous peine d'écartement des débats de ces éléments. En outre, les nouveaux éléments qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés d'office des débats. Bon. Petit conseil également, s'il s'agit de documents, pas oublier de les traduire non plus. Français, néerlandais, allemand, anglais, ça marche, mais quand c'est du lingala ou du finnois,
Non, ça va encore, mais bon, il y a certaines langues, du Kotokoli, moi, il n'y a personne qui peut comprendre. Donc ça ne servira à rien de le déposer. Donc, surtout, ça c'est important, faire traduire les documents avant de les déposer, ou sinon ça ne sert à rien. Il peut s'agir de documents qui ont trait à la situation personnelle du requérant, comme des jugements rendus dans le pays d'origine, des attestations émanant de partis politiques ou d'ONG étrangers, des certificats médicaux, des attestations rédigées par des psychologues ou des psychiatres que le requérant consulte en Belgique, quand même important. Mais il peut également s'agir d'informations générales sur la situation des droits de l'homme ou la situation politique dans le pays d'origine du demandeur, ou encore sur un thème spécifique, comme, hélas, la pratique des mutilations génitales féminines ou la situation des homosexuels dans le pays d'origine. Donc tout ça, ça peut alimenter et venir faire en sorte qu'une demande puisse être acceptée. En tout état, et surtout en ce qui concerne les documents qui ont trait à la situation personnelle du requérant, il faut veiller, on en a parlé tantôt aussi, à ce qu'un dialogue se soit instauré entre l'avocat et son client dès le début. Connaissant les problèmes qui fondent la demande de protection internationale de son client, l'avocat doit le conseiller sur l'opportunité ou non de produire des pièces dont soit la force probante, soit même l'authenticité pose manifestement problème. Ça ne sert à rien de venir. Et c'est vrai que je peux comprendre, le commissaire général dit il faut des documents, il faut des documents. Alors les gens vont chercher des documents, je ne sais pas trop où, mais bref, on ne sait pas d'où ils tombent. Alors des choses importantes, mais il y a des choses dont il vaudrait peut-être mieux s'abstenir. Alors maintenant, il n'y a que le demandeur d'asile qui le sait, pas nécessairement son avocat. Mais donc là, il faut un dialogue et parler, et pas amener non plus. C'est pour ça que je disais à l'audience, il est trop tard. En plus, s'agissant des informations générales, il est conseillé d'indiquer dans la requête, avec le plus de précision possible, les extraits, les passages des rapports qui sont susceptibles d'avoir une incidence pour l'examen de la demande, notamment ceux qui actualisent une situation, plutôt que de les produire en vrac sans autre commentaire. Débrouillez-vous. J'insiste également sur la nécessité de nourrir les débats devant le Conseil par l'invocation de la jurisprudence des juridictions européennes, naturellement, qu'il s'agisse de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg ou de la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas le propos ici, mais les cours européennes ont rendu de nombreux arrêts qui sont susceptibles de soutenir une requête. En vrac, d'abord, l'importance naturellement de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'incidence de la production des certificats médicaux et d'attestations psychologiques sur l'appréciation du bien fondé d'une demande d'asile, il y a pas mal d'arrêts là-dessus, les réfugiés sur place. La Cour européenne des droits de l'homme a donné des indications sur la situation des réfugiés sur place. Donc c'est quelqu'un qui a quitté son pays sans aucun problème et qui se trouve en Belgique, et puis la situation dans le pays change tout à coup, ou bien un événement se passe qui, tout à coup, il devient, entre guillemets, réfugié sur place ici. La prise en compte de leur orientation sexuelle, c'est extrêmement important. En particulier l'homosexualité, il y a plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne sur cette problématique. Ou encore le concept de violence aveugle, on en a parlé un peu tantôt, dans le cadre de la protection subsidiaire. À cet égard, Julie Lejeune a effleuré tantôt ce problème. J'attire votre attention sur l'arrêt rendu par le Conseil en Assemblée générale en novembre 2017. Cet arrêt concerne la question délicate de l'existence ou non d'une situation de violence aveugle à Bagdad. Toujours d'actualité, mais il y avait des différences de jurisprudence. Enfin bref, il s'agissait pour le Conseil de mettre de l'ordre dans les concepts et dans la façon dont il allait aborder cette situation, susceptible d'entraîner le droit de la protection subsidiaire. Alors, s'appuyant essentiellement sur l'arrêt El Gafadji, on en a parlé tantôt aussi, peu importe, qui a été rendu par la Cour de justice de l'Union, le Conseil a jugé qu'une situation de violence aveugle sévissait bien à Bagdad. Oui, il y a violence aveugle, mais cette violence aveugle n'atteignait pas un degré tel qu'elle entraînerait une menace grave pour tout civil, tout citoyen, vivant à Bagdad du seul fait de sa présence sur place. Le Conseil est allé plus loin, appliquant d'ailleurs la jurisprudence de la Cour de justice. Il a ajouté que la question se posait alors de savoir si le requérant était, je cite l'arrêt, apte à démontrer qu'il est affecté spécifiquement en raison d'éléments propres à ses situations personnelles par un risque résultant de la violence aveugle à Bagdad, tenant compte du degré de violence de celle-ci. Autrement dit, le requérant peut-il invoquer des circonstances personnelles ayant pour effet d'augmenter dans son cas la gravité de la menace qui résulte de la violence généralisée qui règne à Bagdad,
En sorte que bien que cette violence n'atteigne pas un degré tel que tout Bagdadi encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel de subir une menace grave pour sa vie ou sa personne, il faille considérer qu'un tel risque réel existe quand même dans le chef du requérant. Donc, il y a une violence aveugle, elle n'atteint pas un point tel que tout citoyen de Bagdad encourt un risque par rapport à sa vie ou à son intégrité physique, mais si, comme il y a violence aveugle, le requérant peut démontrer que lui, il a des circonstances personnelles qui le concernent, qui font en sorte que, couplées à la violence aveugle, ces caractéristiques personnelles font en sorte qu'il encourt, lui, un risque réel, eh bien, on va pouvoir quand même lui reconnaître la protection subsidiaire. Et je parle de cette jurisprudence, voilà, je terminerai là, mais vous pourrez lire la suite sur le... Ça me paraît important, cette jurisprudence, parce qu'elle peut être utilement invoquée dans les situations similaires actuelles. Pensez peut-être à des choses, mais c'est naturellement les demandeurs de protection internationale originaires de l'Afghanistan. Et donc, là, il faut le savoir, tant demandeurs d'asile que les hébergeurs, que tout le monde et les avocats. Pour l'instant, de nouveau, il y a des débats, on estime qu'il y a violence aveugle à Kaboul, par exemple, mais qu'elle n'atteint pas encore ce degré que tout habitant de Kaboul encourt un risque uniquement par sa présence à Kaboul. Mais ça n'empêche pas qu'on peut revenir avec la suite du raisonnement. Est-ce que, compte tenu de la violence aveugle qui règne dans cette ville, il n'y a pas des caractéristiques personnelles dans le chef du demandeur qui font que, pour lui, la violence aveugle est à l'origine d'une crainte, d'un risque réel. Voilà. Ça me paraît important comme élément à utiliser, de façon correcte, pour se voir reconnaître une protection subsidiaire. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais simplement dire, argument que l'avocat doit examiner sérieusement avec son client, et qui peut donc soutenir les arguments d'une requête. À cet égard, le caractère vulnérable du demandeur peut être utilement invoqué, naturellement. On peut dire, ben voilà, moi, je suis mineur, mon jeune âge, ma profession, mon état physique ou mental, et de manière générale, d'ailleurs, indépendamment de cet aspect Bagdad ou Kaboul, de manière générale, il est important que le requérant mette en avant, s'il y a lieu, sa qualité de personne vulnérable et qu'il fournisse à cet effet toute information circonstanciée et pertinente ou un document de nature à détailler, comme les caractéristiques dont je viens de parler, mais aussi son niveau d'études, son niveau familial. Et ça, c'est important, ça permet d'étayer une demande d'asile et en tout cas un indice important de crainte fondée, comme on l'a dit tantôt, de persécution. Voilà. Je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais je vais m'arrêter là et je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pourriez poser. Je vous remercie.